Fait que commencer aujourd'hui, on est dans un épisode du Grand Saut. On est avec Michael, propriétaire de la compagnie de marketing, ou je pourrais dire c'est plus que du marketing parce que vous faites aussi de la stratégie Exact. et tout ce qui est web, spécialisé dans l'immobilier. Donc, c'est Fizzle Media. Media. Donc, Exactement. merci d'être là. Merci de prendre le temps de nous rencontrer. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment que les gens apprennent à te découvrir en tant qu'entrepreneur, les défis sur lesquels tu as passé pour justement monter ta business. Moi, j'ai appris le nom de Fizzle Media parce que je connaissais pas ça avec l'événement Elevate qui a eu lieu à Montréal. Donc, parle-nous un peu de toi. Comment tu es venu à vouloir faire du marketing pour courtier? C'est très niche quand même. Oui, absolument. Très niche. Donc, je vais te donner un petit backstory. Donc, moi, depuis que je suis jeune, je regarde toutes les émissions à la télé, Million Dollar Listing, New York, LA, toutes ces affaires-là. Puis, initialement, je voulais devenir courtier immobilier. Fait que moi, c'est ça qui me parlait. C'était vraiment le domaine de l'immobilier. Puis, au départ, je voulais faire ça aux États-Unis. Puis à un certain point, j'ai réfléchi, je voulais entamer une carrière dans le sport aussi. Ça n'a pas fonctionné finalement. Puis en cours de route, je me suis dit, pourquoi pas lancer une carrière en entrepreneuriat, puis aider des courtiers immobiliers, qui était exactement ce que je veux faire. J'avais déjà des connaissances dans le domaine, puis après, la business a été lancée. Quand même une bonne différence entre courtier immobilier puis dans le contenu pour courtier immobilier. Tu as eu un début de carrière en tant qu'athlète ou du moins dans le sport. C'était quel sport que tu voulais te développer? Fait que moi, je jouais au soccer. Depuis mon plus jeune âge, je jouais au soccer. J'allais tout le temps en Europe pour jouer aussi. J'avais des essais avec des équipes professionnelles là-bas. Finalement, ça n'a pas marché, malheureusement. Puis, tu sais, je me suis réorienté là, vers l'entrepreneuriat parce que pour moi, être un employé le restant de mes jours, c'était pas quelque chose que j'envisageais. J'ai été employé dans un gym en tant que coach personnel aussi. Puis, très jeune, je l'ai su. Je me disais, bon, c'est quoi qu'il faut que je fasse après? Parce qu'être employé, ça marchait pas pour moi. Je comprends. Puis on ne se cachera pas, l'entrepreneuriat, le sport, c'est quand même des points qui sont connexes. Tu as besoin d'avoir certaines valeurs, certaines qualités qui sont connexes. Exemple, que ce soit résilience, que ce soit la persévérance quand tu veux être dans ce domaine-là. Puis tu dis de ne pas avoir de boss, tu ne voulais pas de boss, mais c'est quoi le plus important pour toi? Pourquoi tu voulais réellement partir de ton entreprise? Tu aurais pu travailler dans une compagnie, une agence marketing, il y en a une panoplie. Ouais. Pourquoi partir de ton entreprise? Alors moi, c'est pour être libre. C'est la liberté. Me faire dire, tu dois être à telle heure, à tel endroit, 5 fois par semaine, c'est pas quelque chose qui me parle. Moi, c'est vraiment plus ça que le côté monétaire. C'est sûr que l'argent a une certaine importance, mais pour mettre ça en perspective, je préfère travailler pour moi puis faire 50 000 par année que travailler pour quelqu'un d'autre puis en faire 400. Fait que c'est vraiment la liberté en premier. Puis après, c'est le développement personnel, développer aussi au niveau de la business, aider des autres, puis c'est ça qui amène des revenus au final. Je comprends. Je suis quand même, tu me parles d'avoir une certaine liberté financière, puis ça me fait penser quand j'ai commencé comme courtier, ça va faire 10 ans là, que je suis courtier immobilier. Okay. Puis initialement, je travaillais sur le chantier de construction comme charpentier-menuisier. Okay. Puis après un certain temps, je m'étais dit, tu sais quoi, je suis tanné, je veux plus faire, je travaillais des murs extérieurs, je faisais tout l'été, hiver, j'étais dehors. Je me suis dit, tu sais quoi, je suis tanné, je vais avoir une qualité de vie, je vais être travailleur autonome, je vais faire mon cours de courtier. Tout va bien aller. Puis j'ai pas eu la même expérience probablement que toi, tu as eu, parce que quand moi j'ai commencé comme courtier ou entrepreneur, je pourrais dire comme ça, ça a été la descente aux enfers. À savoir, je pensais que j'allais avoir plus de temps, faire plus d'argent puis avoir une meilleure qualité de vie. Finalement, j'ai commencé. C'est l'inverse. Ça a été complètement l'inverse. J'avais une bonne job sur le chantier. Là, je me ramassais avec des revenus instables. J'avais plus de temps. J'avais une blonde. Je la voyais plus vraiment. Je travaillais non-stop. Puis, j'avais pas plus de résultats à la fin de la journée. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai trouvé un moment donné, comme toi, dans ta business, tu trouves ton air d'aller, tu trouves un peu comment ça fonctionne. Puis là, ça a commencé à bien aller, mais souvent, on veut être travailleur autonome pour avoir plus de temps, faire plus d'argent. Mais on se rend compte qu'au début, c'est pas pantoute ça. Ça fait combien de temps que tu es travailleur autonome puis que là, tu fais ça à temps plein? Fait que moi, ça fait depuis janvier 2019 que la business a été lancée. Je le faisais pas à temps plein au début. J'avais vraiment le travail au gym on the side. Puis c'est vraiment un certain point où je me suis dit, bon, il faut que j'arrête ça puis que je me mette à temps plein dans une business parce que sinon, ça va jamais grandir. Du moment que je me suis mis temps plein, je te dirais que les 6 premiers mois, 0 de revenus. 0. Puis, tu sais, avant au gym, je faisais pas loin de 100 000 de revenus par année, ce qui est un revenu quand même confortable quand tu vis encore chez tes parents, que tu n'as pas vraiment de dépenses. Mais c'est ça. Fait que 0 pendant 6 mois, mais le premier mois, fait que le 7e mois, dans le fond, que j'ai fait $1, j'ai fait 40 000 ce mois-là. OK.
Fait que, c'était vraiment 6 mois de test. Puis attends, après, après ce mois-là, y a-tu d'autres revenus? Ou... Oui, après ce mois-là, il y a d'autres revenus. Après, ça a été constant, puis ça a continué d'augmenter dans cette lignée-là. Mais tu sais, les 6 premiers mois, c'était d'abord de trouver, bon, à qui est-ce que je m'adresse? Parce que je veux dire, tu commences une entreprise en marketing, tu sais pas à qui tu t'adresses. J'appelais des dentistes, des chiropraticiens, des gyms, tout ça. Puis le problème que j'avais, c'est que je peux pas parler au propriétaire de l'entreprise. C'est tout le temps quelqu'un à la réception. Ah, bon, on va prendre ton nom, ton numéro de téléphone, on va te rappeler. Ou non, on n'est pas intéressé. Tandis que les courtiers, lorsque j'ai commencé à en appeler, tu parles au courtier directement. Ouais. Fait que tu te vends, tu dis, écoute, je vais t'aider à faire X, Y, Z. Je veux qu'on prenne un rendez-vous de 15 minutes. Le courtier dit oui, pas de problème. Puis après, tu vends ton produit ou ton service. Puis, tu dis que tu as transféré. Initialement, tu allais voir plus des business, je pourrais dire. Ouais. Tu voulais dire du B2C ou B2B, là, je pourrais dire. Ouais. Puis là, tu as converti plus vers B2C avec le courtier directement. Ça a été, comment tu as dû adapter ton modèle d'affaires pour justement avoir des résultats, sachant que là, tu ne parlais plus à une business, mais plutôt à un autre travailleur autonome? Il n'y avait pas vraiment de modification à faire. Je te dirais qu'initialement, je n'avais pas un modèle d'affaires écrit. Moi, c'est une des raisons, je trouve, que les entrepreneurs prennent énormément de temps à faire des revenus, c'est qu'ils veulent que tout soit parfait avant de se lancer. Puis, il ne faut pas faire ça. Du moins, selon moi. Il faut que tu te lances, puis tous les détails, tu les améliores en cours de route. Mais il faut que tu te lances. Parce que si tu ne fais pas de prospection pendant 1 an, ben, tu ne fais pas un dollar pendant 1 an. Fait que t'es mieux de te lancer, même si c'est pas parfait, au moins tu vas pouvoir optimiser au fur et à mesure. Fait que moi, du moment que j'ai transféré vers des courtiers immobiliers, j'ai délaissé toutes les autres industries, puis j'ai focus juste sur des courtiers. C'est comme ta niche. C'est ça, exactement. C'est la même chose en immobilier. Hein? Si tu avais été vers le courtage, souvent en tant que courtier, premièrement, ils font pas de prospection, la première des choses. Ouais. Puis deuxième des choses, ils veulent pas se développer une niche. Puis ça me rapporte à quand j'ai commencé. Puis j'aime ça revenir un peu parce que ça me veut pas. Le parcours entrepreneur, je pense qu'il est le même ou du moins similaire d'un entrepreneur à un autre. Tu parles tantôt, tu faisais de la sollicitation, de la prospection. Donner une petite anecdote, quand j'étais dans mon bureau avant Remax Dynamique à Verdun, bureau 10 par 10, je venais de commencer. Et puis, mon dirigeant d'agence me disait « Dom, il faut que tu fasses de la sollicitation, prospection pour générer de la business. » Pas le choix. Mais il n'y a pas grand monde qui t'a dit comment le faire. Est-ce que toi, t'es quelqu'un qui t'avait coaché un peu à faire des appels? Ou? Il n'y a personne qui m'a coaché. Je te dirais que quand j'étais au gym, c'est moi qui vendais mes propres contrats. Okay. Fait que, tu sais, cette partie de la vente, d'apprendre la vente, j'étais en vente toute ma vie. Fait que ça, je l'avais déjà. Puis ça, c'est le premier skill à apprendre selon moi. Si tu n'es pas capable de te vendre toi-même, comment tu vas vendre un service à 5, 10 ou 15 000? Ouais. Oublie ça. Fait qu'il faut vraiment que tu sois capable de t'exprimer, que tu sois charismatique, que tu sois capable de vendre, puis tu vas être capable de vendre n'importe quoi. Mais je me rappelle le premier appel de sollicitation que j'ai fait. J'ai appelé dans ce temps-là du proprio, des gens qui vendent par eux-mêmes, des expirés. Puis j'étais toujours habillé sharp en habit. Même jamais j'avais pas de rendez-vous. Je rentrais au bureau, je faisais mes appels. Le stress, comme si jamais tu fais ton premier saut de parachute, sachant pas qu'est-ce qui va arriver l'autre bord de la ligne, qu'est-ce qu'ils vont te dire. Je parle au téléphone, je réussis à décrocher un rendez-vous, j'arrive sur place. Hey, je suis là, à travers de mon habit, il y avait des lignes de sueur. Puis après ça, avec le temps, ben, tu te rends compte que quand tu passes à l'action, ben, tu deviens plus confortable. Puis après ça, repasser à l'action une autre fois, ça va mieux. Puis c'est un peu ça, hein? C'est d'être capable de passer à travers l'adversité en tant qu'entrepreneur, de dire, ben regarde, je suis peut-être inconfortable, mais il faut que je le fasse. Je sais que c'est la bonne chose à faire. Puis là, tu dis, ça fait déjà quelques années, depuis 2019 que l'entreprise est lancée. Là, tu vis de ça à temps plein maintenant? 100%, exactement. Okay. Puis vous êtes combien dans l'équipe? Donc, j'ai 2 personnes au marketing, puis j'ai une équipe de vente de 7 personnes. Okay. Fait que ça, c'est quelque chose que je développe activement. C'est vraiment un peu plus nouveau que je commence à déléguer au niveau des ventes, mais ça prend énormément de coaching. Parce que les gars sont pas toujours expérimentés en vente, il y en a plus que d'autres, mais il faut mettre énormément de temps. Fait que la majorité de mon temps, c'est à ce niveau-là, puis au niveau de la gestion des clients, s'assurer que tous les clients soient satisfaits, mais tout ce qui est service delivery, ça, c'est vraiment fait par mon équipe marketing. OK. Puis, dans le fond, ça, c'est des ISA, c'est comme des agents de vente à l'interne. Puis eux autres, c'est quoi? C'est des setters, ils bookent des rendez-vous? C'est ça. Donc, setter et closer. Fait que j'ai des setters qui vont placer des rendez-vous dans mon calendrier. J'en fais encore de la vente parce que, je suis capable de vendre quand même encore plusieurs contrats. Fait que je vais continuer de le faire. Mais tout ce qui est prospection, setting, j'ai vraiment des gars qui s'occupent de ça à 100%. Puis j'ai des gars qui font du closing aussi. OK. Puis tu dirais que pour quelqu'un qui débute, qui démarre, c'est à partir de quel moment qu'il devrait penser à engager des gens qui vont faire des appels pour lui puis qui vont closer des rendez-vous? Le plus vite possible. Le plus vite possible parce que moi, le fonctionnement que j'ai, c'est que les gars sont payés à la commission.
Fait que t'as pas de risque. Je veux dire, t'engages quelqu'un, je leur donne 15% de commission, fait que c'est 5% setting, 10% closing. Tu leur setup avec un calendrier, puis tu leur dis, bon, tu vas faire du setting, tu leur montres un exemple de présentation, puis bien évidemment, le temps, tu dois les coacher. Fait qu'au début, je te dirais que c'est probablement mieux de se concentrer seul pour les premiers mois, mais le plus vite que tu peux déléguer, le plus vite que tu vas avoir plus de temps pour coacher cette personne-là, en coacher d'autres, puis toi aussi faire de la vente. Je comprends. Tu dirais pas qu'il faut que, avant même d'engager des gens, je pense qu'il faut que tu aies passé par là. Aussi, c'est ça. Fait que c'est ça que j'explique. Il faut que tu le fasses un peu seul au début pour l'expérimenter, être capable de faire des ventes. Parce que si tu fais rien et que tu essaies d'embarquer quelqu'un, ben, ça va être dur de le convaincre. Mais tu sais, si tu as des centaines de milliers de dollars en vente pour le convaincre que le modèle fonctionne, ben, c'est plus facile d'embarquer cette personne-là puis que ça fonctionne pour lui. Parce que c'est une chose d'amener quelqu'un, mais c'est une autre chose de le faire rester. Tu sais, je l'ai expérimenté, des gars qui restent 1-2 semaines, que tu as perdu du temps puis ça revient pas. Puis ça, c'est un dilemme, je pense, dans tous les domaines de la vente. Aussitôt que tu commences à ajouter des gens à ton organisation, que ce soit le onboarding, que ce soit la formation, le coaching, sans avoir aucune garantie qu'éventuellement, ils vont rester. Maintenant, j'ai une équipe, on est rendu 20 courtiers immobiliers plus le staff dans l'équipe et on a vécu ça un peu à un certain moment où on avait des courtiers qui se joignaient à l'équipe pour un peu apprendre, plus que d'autres choses, font pas énormément de transactions, après 12 mois, 24 mois, décident de quitter. Tu parlais que tu les rémunères de façon avec des commissions pour avoir des bons incitatifs. T'as-tu déjà pensé à offrir ils appellent ça Golden Handcuff, en fait, des bonnies à long terme qui font en sorte que ces gens-là, plus ils restent, plus ils ont d'avantages? Oui, donc des bonnies pour des performances. Donc, ça, c'est applicable pour certains de nos closers qui sont avec nous depuis un petit peu plus longtemps. Ceux qui commencent n'ont pas accès à ces bonnies-là. Il faut vraiment qu'ils fassent leurs preuves avant, comme n'importe qui, selon moi, rentre dans une entreprise. C'est avant de te faire payer ta juste valeur, il faut que tu fasses tes preuves. Puis lorsque tu fais tes preuves, ben là, moi, j'ai pas de problème à payer quelqu'un. Si tu amènes de l'argent, je vais te payer, j'ai aucun problème. Je comprends ça. Puis en quoi Fizo se différencie des autres agence de marketing? Je te dirais qu'il y a vraiment 2 points clés. Le premier, c'est qu'on travaille juste avec des courtiers. Fait que tu as d'autres agences qui vont solliciter des courtiers, mais qui vont solliciter toutes sortes d'autres industries, ce qui fait en sorte qu'on est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. On sait qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Deuxième volet, je te dirais que c'est vraiment la personnalisation du service. Parce qu'il y a beaucoup trop d'agences marketing qui vont faire du copier-coller pour se sauver de la charge de travail. Je le vois très fréquemment. Mais un courtier immobilier, son image de marque, au final, c'est son nom, c'est son visage. Donc, si tu fais du copier-coller, ben, ça ne marche pas. Il faut vraiment que tu y ailles avec chaque individu pour que ça fonctionne. Je comprends. Puis, on parle de travailler avec des courtiers immobiliers. Ça a été quoi c'est quoi les points forts que tu trouves de travailler avec des courtiers? Puis, ça a été quoi les points faibles? C'est surtout ça que je veux comprendre de ton modèle d'affaires. Oui. Alors, les points faibles, je te dirais qu'il y a beaucoup de courtiers qui en arrachent au Québec, puis pas juste au Québec, partout à travers le monde, puis c'est très normal. Donc, au début, on avait 3 plans, qui étaient vraiment des mensualités fixes que le courtier doit payer à chaque semaine ou une mensualité à chaque mois, mais c'est pas abordable pour tout le monde. On va pas se le cacher. Puis ça, je l'ai réalisé assez vite que je me faisais souvent dire cet argument de vente-là que j'ai malheureusement pas les moyens. Puis, moi, je veux vraiment aider les gens à avoir du succès parce qu'au final, si un courtier est gagnant, par défaut, je suis gagnant aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un 4e plan qui s'adresse vraiment aux courtiers qui débutent dans le domaine, où ils payent un très petit frais de départ qui couvre les services pour 1 an. Puis par la suite, nous, on est payé à commission. Fait que tant qu'il ne fait pas d'argent, on n'est pas payé. Donc, tu sais, c'est tout à notre avantage dans cette optique-là de l'aider à faire de l'argent parce que le plus qu'il fait, plus qu'on fait, tout le monde est gagnant. Puis c'est le courtier qui doit lui-même faire l'appel, closer le client et ta rémunération à toi dépend des talents du courtier, dans le fond? Entre autres, mais vraiment, c'est nous qui amenons le lead sur la table. Fait que nous, on développe tout ce qui est l'image de marque, on fait toute la gestion des médias sociaux, création de contenu, publicité aussi pour aller chercher le lead. Puis après, c'est au courtier de convertir ce lead-là en client puis de l'accompagner dans une transaction. Mais c'est nous qui faisons tout le reste à sa place. Je comprends. Et tu parles des courtiers, une réalité, c'est qu'ils n'arrachent. J'en parlais dans mon dernier podcast où il y a une réalité au Québec, 9 courtiers sur 10 sont plus courtiers après 2 ans. Donc, 50% lâchent après la première année, puis il y en a 4 autres sur 10 qui vont lâcher la 2e année. Fait que c'est 1 sur 10 qui reste après 2 ans. Je ne sais pas si jamais il y a des stats là-dessus à savoir c'est quel métier qui a un taux de
de décrochage aussi élevé. Mais j'ai rarement vu ça. Moi, c'est une réalité que je ne croyais pas parce que quand tu regardes de l'extérieur, tu as l'impression que les courtiers, ça roule sur l'or. Ils ont toute la grosse Mercedes, la grosse maison. Ils sont dans un beau restaurant tous les jours. Tu regardes Instagram, tabarouette, les restos à gauche, à droite. Mais c'est une réalité. Puis c'est ça un peu que je cherche à apporter aussi avec le podcast, c'est d'aider les gens, les courtiers, entre autres, à se développer puis à mettre des trucs en place. Si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui veut partir une entreprise, ça serait quoi le premier conseil que tu lui donnerais pour justement être capable de ne pas être dans le trou et pas de l'arracher? Fait que je te dirais que tout est une question de mentalité. Que ce soit d'être courtier ou de se partir à son compte, tu es un entrepreneur au final. C'est malheureusement pas tout le monde qui a cette mentalité-là. C'est pas fait pour tout le monde d'être entrepreneur. Il y a des gens qui sont faits pour être employés, puis c'est tout à fait correct. Ça en prend aussi, sinon la société ne fonctionnerait pas. Donc, ça prend des entrepreneurs, ça prend des employés, ça prend de tout. Mais lorsqu'on parle de se lancer en affaires, je te dirais vraiment que c'est une question de mentalité. Parce que pour moi, du moins ma vision, c'est que si tu te donnes à 100%, que tu es déterminé, que tu es discipliné, c'est impossible de rater. Impossible. Je comprends pas comment les gens disent que j'ai essayé mon mieux, mais j'ai raté. C'est pas vrai. C'est que tu n'as pas essayé ton mieux à tous les jours pendant une certaine période de temps. Tu as essayé ton mieux pendant 2 semaines, puis pendant 3 semaines après, tu n'as rien fait. Mais si tu essayes ton mieux tous les jours pendant des années, impossible de rater. C'est pas tout le monde qui peut t'offrir des années, par exemple. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, mais c'est ça la mentalité qu'il faut avoir. Il y a des entreprises qui sont pas profitables pendant des années, puis qui aujourd'hui sont rendues à des entreprises à multimillions, multimilliards aussi. Fait que c'est d'avoir cette résilience, cette discipline, puis n'importe quoi est atteignable. Puis, c'est quoi ta vision de Fizzle dans les prochaines années? Où tu veux apporter ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Donc, prochaines années, je te dirais que ce serait vraiment de développer davantage aux États-Unis. On a beaucoup de clients aux États-Unis, mais pas assez, selon moi, pour le marché là-bas qui représente quand même 1,5 million de courtiers à travers le pays versus peut-être 15-16 000 ici au Québec. Donc, c'est une autre game complètement. Donc, c'est vraiment de développer de ce côté-là aussi pour agrandir la compagnie, mais aussi d'agrandir mon équipe interne, puis de commencer une deuxième entreprise en side-by-side qui va aider justement les jeunes entrepreneurs à se lancer en affaires sans faire d'erreurs le plus possible. Tu parles de 1,5 million de courtiers aux États-Unis? Oui, exact. Quand même non négligeable comme marché. C'est énorme. Ouais. Je pense que la part de tarte est plus grande que ce qu'on a au Québec. On a 16 000 courtiers au Québec. J'ai, en début d'année l'année passée, je sais pas pourquoi j'ai pris cette idée-là. J'ai du coaching que je fournis à mes courtiers à l'interne. On a une plateforme là, avec comme 800 vidéos à l'interne pour leur onboarding puis formation. Puis au mois de décembre, je pris la décision. Je dis, tu sais quoi, on va l'afficher à vendre, puis on va faire du high ticket. Fait que c'était 5 000 $ pour un cours de 12 semaines. Puis tu avais une heure par semaine de role play, si tu veux, là, de cours en groupe. On a mis ça le 15 décembre. 15 janvier, on avait vendu 540 personnes qui s'étaient enregistrées pour un appel. Wow. On a décroché. Puis après ça, je parlais avec mon frère Samuel. Je dis, après avoir regardé ça vite fait, là, je dis, on est juste 16 000 courtiers au Québec. On a, à l'espace de 1 mois, frappé comme presque 1% déjà de toute casquette disponible sur le marché. Ça nous a apporté la question, est-ce qu'on continue dans cette sphère-là? Puis j'ai arrêté d'ailleurs parce qu'on s'est dit, je pense que le bassin il est trop petit au Québec pour partir une business, puis partir une business de coaching. Ouais. Puis je suis content que tu me parles des stats aux US parce que je pense qu'en affaires, il faut que tu étudies un peu ton marché, puis il faut que tu analyses, y a-t-il assez de clients pour moi dans ce marché-là? Je vais être capable de vivre. Fait que tu sais, 1,5 million de clients potentiels pour toi aux US versus 16 000 ici. La question se pose même pas, là. C'est ça. Puis, tu sais, je regarde le comparatif en termes de pourcentage de part de marché. Au Québec, on a 1% du marché. Fait que, on a à peu près 150 courtiers au Québec qui travaillent avec nous. Aux États-Unis, on en a presque une centaine. Mais tu sais, si on a 1% des clients aux États-Unis, c'est pas la même game du tout, là. C'est des milliers de clients. C'est quoi la différence du marché US versus le marché canadien? Je te dirais que les Américains vont être beaucoup plus enclins à investir pour leur business. Au Québec, les gens sont un petit peu plus
je dirais pas plus froid, mais un petit peu plus lent. Ils font un petit peu plus attention, probablement entre autres parce que comme on en a discuté un petit peu plus tôt, c'est difficile pour beaucoup de courtiers au Québec, donc c'est tout à fait compréhensible. Mais aux États-Unis, c'est vraiment le capitalisme à 100%. Les gens dépensent. Si tu leur dis que tu leur amènes quelque chose, ils vont pas avoir de problème à investir avec toi très rapidement. Par contre, il faut que tu donnes les résultats. C'est normal, mais c'est la même chose dans n'importe quoi. La différence, c'est autant notable, tu le vois vraiment? Ah ouais. Ici, au Québec, des fois, il y a des clients, je fais des follow-up avec eux pendant des années là, avant qu'ils travaillent avec nous. Fait que, c'est des follow-up constants, tous les 2 semaines, tous les mois. Oui, bonjour, on s'est parlé il y a quelques semaines, je voulais qu'on fasse un suivi, blablabla. Rappelle-moi dans 2 mois. Puis on continue de rappeler. Mais, aux États-Unis, tu fais la présentation, 15-20 minutes, pas de problème, let's go. Fait que c'est quand même une grosse différence, mais encore une fois, ça dépend. Il y a des courtiers au Québec aussi que c'est la même chose, que ça close très rapidement, mais je te dirais que globalement, j'ai beaucoup plus de facilité à closer aux États-Unis qu'au Québec. Et ça résonne dans mes oreilles, qu'est-ce que tu me dis. Tu connais-tu Grant Cardone? Ouais, je connais très bien. Tu connais-tu Pete Vargas, qui est comme son bras droit pour Ten Exchange? Ouais, j'ai entendu ça. Tu es allé à Toronto la semaine passée. Puis quand tu dis qu'au Québec, les gens ont de la misère à dépenser dans leur formation, dans leur propre développement, c'est complètement vrai. On s'inscrit à la formation, on a pris des billets VIP, on voulait être sûr d'avoir première chaise, puis d'avoir toute l'information, puis d'être assis avec les gens aussi qui sont prêts à dépenser. On était 4 Québécois seulement qui étaient à la formation. Il n'y avait pas énormément de gens, c'était 200 personnes, mais somme toute, ça a coûté 5 000 $ par billet pour être sur place, plus déplacement, plus ci, plus ça. C'est un 4 jours, mettons, qui revient à 6 000 $ pour être sur place. Ce qu'on allait apprendre, c'était comment faire des présentations sur le stage, comment faire une offre de service, puis comment convertir ça en des dollars. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous montraient, pendant qu'on était là, ils nous montraient littéralement qu'est-ce qu'ils faisaient et ils vendaient des billets aux gens pour nous montrer qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis en gros, tu allais là, puis c'était 2 jours, puis eux autres, ils faisaient la formation, exemple, le matin. Pendant la pause, ils allaient faire un webinaire payant sur le site. Ils vendaient des billets là. Ils venaient vendre leur coaching de notre côté. Le coaching qu'ils vendaient, c'était 15 000 $ US pour du one-on-one. Wow. À la fin des 2 jours, ils changeaient les colliers rouges pour des colliers blancs quand tu avais acheté le coaching. Puis moi, mon objectif, c'était d'aller parler avec tout le monde dans la pièce, puis on s'est présenté à tout le monde. En live, il y a au minimum 20 personnes qui l'ont acheté sur le spot. 15 000 US, là. Ouais, c'était tous des Américains. Il n'y avait pas de Canadiens vraiment qui ont acheté les billets. Il y avait quelques Canadiens, mais de Toronto, Vancouver, pas de Montréal. Et en webinaire, il nous disait, à chaque fois qu'ils faisaient un webinaire, ils revenaient et ils nous donnaient leurs chiffres. Ils ont vendu pendant le week-end pour pas loin de 700 000 $ US de billets, puis on n'était pas 3 000 dans la pièce, là. Il y avait 200 personnes, plus les webinaires. Mais tu sais, quand tu parles de la différence de la prise d'action, ben, je pense que c'est pour ça aussi qu'aux États-Unis, la situation financière est différente d'ici. C'est que les gens passent à l'action. Puis c'est quelque chose qu'en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas trop que tu te poses de questions. Ça peut-tu m'aider? Oui, let's go, on investit. Il faut que tu investisses pour faire de l'argent. Tu n'as pas le choix. Ouais. Je veux dire, si tu restes conservateur, si tu comptes tes scènes, tu ne vas pas faire de l'argent. Ça va être très difficile. Tu n'as pas le choix d'investir, même si tu as l'impression que c'est beaucoup d'argent. Si tu vois le retour positif, il faut que tu le fasses. T'as pas le choix. Puis, je vais toujours me rappeler un des closers de Grant, parce que j'ai fait une panoplie de formation à lui. Il m'avait dit un jour, il dit, écoute, comment tu veux demander aux gens qui achètent ton service ou ton produit si toi, tu n'es pas capable d'acheter celui des autres? Puis ça avait résonné avec moi. J'ai dit, c'est effectivement, comment est-ce que je peux demander une rétribution, mettons, de 15, 20 000, 40 000 $ à une personne si moi, je ne suis même pas capable d'aller acheter un produit de 15, 20 000 $, 40 000 $? C'est ça. Ça va littéralement, c'est une question de perception à un certain moment. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, je pense qu'il faut que tu changes ton mindset en premier lieu pour après ça que les actions suivent, pour qu'après ça que le reste suit. En ce moment, tu disais que tu as 150 courtiers au Québec. Oui, exactement. Good job. Merci. Félicitations. Et puis 100 aux US. Oui, pas loin de 100, exact. On est entre 220, 230 clients, je te dirais. Est-ce que tu veux continuer à pousser le Québec ou tu veux vraiment aller 100%? Oui, non, je vais continuer de pousser, c'est sûr et certain. C'est quand même le marché d'ici. La business est ici au Québec. Donc, c'est sûr que je vais continuer d'aller agrandir mes parts de marché parce que votre domaine, ben, tu le sais, il y a énormément de référencements. J'en ai eu un ce matin que c'est la fille que j'ai closée. Son conjoint vient de se lancer en courtage immobilier. Elle m'a envoyé un message hier. Hey, mon conjoint voudrait prendre tes services. J'ai dit, parfait, on se rencontre demain en parlant d'aujourd'hui, 9 h le matin. Ça a pris 15 minutes.
contrat signé. Puis, c'est un contrat quand même pas loin de 5 000 $ pour l'année. Donc, c'est du référencement. Lui, il me dit qu'il va m'en amener un autre. Fait que ça va très, très vite. Walk me through it. Explique-moi c'est quoi, à partir du moment où je prends une décision avec Fizzle, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche? Donc, très simple, nous, on fait la présentation ensemble. C'est une quinzaine, vingtaine de minutes. On présente tous les services, on montre exactement comment on va t'aider avant de parler de l'investissement, bien évidemment. Je mets toujours l'argent de côté. Pour moi, l'argent, c'est relatif. C'est vraiment combien tu fais en retour. C'est complètement stupide, les gens qui disent « Ah, c'est trop cher. » OK, mais si tu payes 5 000 puis que je t'en fais faire 40, c'est quoi le problème? Si t'en fais pas, si tu fais pas ton retour sur investissement, c'est une autre discussion. Mais si tu vas faire x5, x7 ton investissement, moi, je vois pas le problème. Je peux payer de 200 000 demain matin. Si tu me promets 1 million, let's go. Tu comprends? Ouais. Fait que, c'est ça que je mets de l'avant vraiment. On vend beaucoup des résultats, mais on vend aussi la paix d'esprit. Dans le sens qu'on s'occupe de tout à la place du courtier. On lui enlève une grosse partie de sa charge de travail quotidienne. Puis maintenant, au niveau du processus, donc quelqu'un qui décide de travailler avec nous, c'est vraiment qu'on place un rendez-vous. On prend accès à ces plateformes, on crée une stratégie marketing personnalisée. Puis à l'intérieur de quelques jours, là, tout est mis en place. Puis le courtier a déjà des résultats qui commencent à rentrer. Fait que dans le fond, il reçoit des leads Internet. Exact. Donc, c'est vraiment sur les médias sociaux. Moi, c'est ce que je pense qui fonctionne le mieux. Tout ce qui est contenu vidéo, c'est encore mieux que du contenu photo. Je leur fais toujours la comparaison. Parce que, tu sais, les gens sont bombardés de contenu sur Internet. On va prendre visuel photo. L'attention de quelqu'un qui regarde ta photo, qui offre une évaluation gratuite. On va dire que c'est peut-être 3-4 secondes si tu es chanceux. Versus une vidéo, si tu as une bonne phrase d'accroche puis que ta vidéo est 35 secondes, tu as l'attention du prospect 35 secondes. Ce qui est x10 sur ta photo. Pour une vidéo. Mais là, fait une vidéo à tous les jours, c'est un 30 secondes de plus par jour. Fait que, la personne connecte avec toi en tant que courtier, ton image de marque, tu donnes la valeur, puis à l'intérieur de ça, tu plugues tes services que je peux vous aider à acheter et vendre votre propriété. C'est peu importe le service que tu fais, que tu sois courtier ou non. En tant que professionnel de marketing, tu penses quoi de ça, les ads évaluation gratuite? Ça fonctionne. Surprenamment, ça fonctionne, mais avec des budgets qui sont quand même assez élevés. C'est pas en investissant 2 $ par jour que tu vas être rentable. Il faut investir au moins un bon 15-20 $ par jour, mais c'est sûr que là-dedans, il y a beaucoup de leads qui sont non qualifiés. Donc, ça va prendre un certain travail de filtrage. Nous, on peut les filtrer avec des questions, mais ça, ce que ça va faire, c'est que ça va réduire le volume de leads. Donc, tu vas travailler avec un plus petit volume. Ça va être à toi, en tant que courtier, d'avoir un bon taux de conversion. Parce qu'il y a des courtiers qui sont bons, d'autres qui sont moins bons. Donc, vraiment, chaque stratégie est adaptée. Mais sans l'ombre d'un doute, ce qui est le mieux, c'est des vidéos. Il n'y a rien qui bat ça. Puis, parce que moi, j'en parle tout le temps. Tu as une mauvaise expérience avec ça? Non, ben écoute, j'ai passé une panoplie de compagnies marketing dans le passé, que ce soit Google Ads, Facebook Ads ou autre. Puis c'est pour ça que tantôt tu disais, tu sais, majorité, ils te font un copy-paste puis ils te laissent ça. Ben, c'est ça qui se passait tout le temps, c'était en autopilote. Ah ouais, on te vend le gros package. Puis là, je payais 5-6 000 pour un package. Puis là, ben, je me rendais compte qu'il avait fait copier-coller. Ce qui est correct si la recette fonctionne. Oui, ça fonctionne. Mais après ça, il n'y a pas d'ajustement, pas de changement. Tu vois, les mêmes ads 4 mois plus tard sur Google Ads, c'est encore le même titre. Là. Mais là, tu sais, mettons 300 propriétés vendues en 2021, puis là, on était rendu en 2022. Puis j'étais comme, ben, vous n'avez même pas mis à jour au moins le texte, la description. Fait que je suis content que tu en parlais tantôt. Mais il y a aussi la nuance où est-ce que tous les courtiers... Moi, ce que je me suis rendu compte avec le temps, puis ce qui fait en sorte, on est de notre côté, au Groupe Lamar, on génère une panoplie de leads. Là. On va chercher quasiment 400-450 leads par semaine avec tous nos systèmes qu'on a en place. C'est qu'on sort de la boîte, tout simplement. Puis, tu sais, des leads, c'est plus ça notre problème, c'est plus de trouver des courtiers qui sont capables de les travailler puis de les closer. C'est rendu ça notre dilemme. Puis ceux qui veulent travailler, parce qu'on peut fournir... Avant, j'avais des ISA qui closaient des rendez-vous pour les courtiers. Puis là, les ISA sont payés à commission, comme les tiens. Puis nos courtiers, ils disaient non, je travaille pas samedi. Non, je travaille pas dimanche. Non. Là, mais ISA était là. Non, mais moi, je veux fournir de la job. Fait qu'on a dit, on enlève ça à la place. Puis les courtiers font les appels. Puis au pire, je vais sauver... un peu de sous. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a sorti de la boîte pour avoir autant de leads. C'est ça. Justement, les ads... Nouveautés vendues, on n'en fait plus de ça fait des années. Des ads évaluation, on n'en fait plus. Ce que je trouvais avec ça, c'est que c'est tout le temps pareil. Tu sais, tu suis, mettons, ben là, tu dois suivre au minimum 150 courtiers sur ta page. Ouais. Ben, les 150 font plus ou moins la même chose. Puis là, tu vois le même feed. Fait que si, exemple, tu es un client, puis là, on a tous 4-5 courtiers amis, là, proches ou de loin. Là. Puis là, tu regardes, bon, Michael,
Il est courtier, vient d'inscrire, vient de vendre, qui sortent à toutes les fois qu'il y a une nouvelle inscription ou une promesse d'achat acceptée, ça sort. Puis c'est comme automatique prospect. Puis après ça, de l'autre côté, tu as évaluation. À toutes les une semaine, il met évaluation gratuite de votre propriété. Puis dans son story, c'est j'évalue votre propriété gratuitement. Ben, c'est comme pareil de tout le monde. Il faut que tu sortes de là-bas. Il faut que tu sois capable de faire ton Blue Ocean. T'as-tu lu le livre de Patrick Bet-David sur ça? Non, j'ai pas lu. Je suis pas un grand lecteur de livres, pour être 100% honnête. Ben, il parlait dans ce livre-là du Cirque du Soleil. OK. Il parlait comme quoi que le Cirque du Soleil a créé un Blue Ocean. Un Blue Ocean, c'est que dans le fond, il y a la compétition, c'est le Red Ocean, dans le fond, tu peux le dire de même. Toutes les autres compagnies de médias avec qui tu fais, qui compétitionnent contre toi ou soumissionnent contre toi sont dans le Red Ocean, Okay. où est-ce qu'ils sont en compétition. Ils se battent pour essayer d'avoir de la job. Puis tu as le Blue Ocean qui est à l'inverse, où est-ce que tu trouves une niche externe de ça, où est-ce qu'il n'y a pas de compétition. Donc, tu crées une offre de service ou un produit ou une façon de présenter les choses qui est complètement différente de tous tes compétiteurs, qui fait que quand les gens te rencontrent, ils sont comme, c'est même pas la même chose. Et il parlait du Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, où ils ont apporté le cirque, Ouais. qui était le Red Ocean anciennement, puis qu'ils l'ont amené dans une classe supérieure. Donc, au lieu de payer 40-50$ pour aller au cirque, quand le Cirque du Soleil est parti, eux autres, ils chargeaient des billets à 150-200$, mais ils donnaient une expérience visuelle, puis ils faisaient ça plus glamour que tous leurs compétiteurs, qui fait qu'il n'y avait pas de compétition. C'était nouveau, ça n'existait pas. C'est ça. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de créer, nous autres, dans le groupe, c'est d'arriver et de dire, OK, Blue Ocean, qu'est-ce qu'on peut faire différemment qui fait que les gens viendraient nous voir, puis il n'y aura pas de compétition parce que ils pensent qu'on ne fait même pas la même chose. Puis, je t'en donne un qui fonctionne énormément ces temps-ci. On fait ce qu'on appelle un calculateur, donc une calculatrice hypothécaire. Okay. C'est que le client, au lieu d'aller sur les sites à gauche, à droite, immobiliers, pour avoir sa capacité financière, on a dans le back-end codé, si tu veux, une calculatrice hypothécaire, que le client rentre ses datas, puis il obtient... automatique. Fait qu'il obtient, en l'espace de 2 clics, un résultat dans son courriel. Puis après ça, nos courtiers, ça donne l'autorisation de l'appeler. Puis nos courtiers font juste le suivi sur son résultat. Puis ils l'apportent à un rendez-vous. Ouais, c'est ça, il n'y en a pas beaucoup. Fait que c'est toujours de trouver des gens qui font... en fait, c'est tout le temps de faire des choses que les autres ne font pas, mais ça reste qu'il faut quand même... mettons, je prends l'exemple d'afficher des transactions, c'est quand même assez important aussi parce que ça met les clients en confiance. Fait que toutes ces choses-là, il faut les faire, mais il faut avoir 2-3 trucs que les autres ne font pas. Donc, autant en termes d'action qu'en termes, selon moi, d'image de marque. L'image de marque, il faut que tu te différencies. Je vais prendre l'exemple, je l'ai dit dans un dernier podcast que j'ai fait, des courtiers de plusieurs bannières, je ne vais pas nommer de plateforme ou d'entreprise, mais que tous les visuels qui sont affichés automatiquement, c'est fait pareil pour tous les courtiers. Ça, c'est un problème parce que quelqu'un qui voit ton visuel ou celui de ton collègue, il ne voit pas la différence. Donc, nous, on fait des visuels personnalisés, pour différencier le courtier, mais après, on va implémenter des stratégies différentes pour chacun des clients. Fait qu'un courtier qui voudrait se différencier de la compétition, qu'est-ce qu'il peut faire demain matin, qu'il peut mettre en place? À part de t'appeler, parce que ça, c'est sûr, il faut que tu l'appelles, mais après ça? Des vidéos. Okay. Que ce soit avec nous ou avec ton iPhone. Puis il parle de quoi? Vidéos. N'importe quoi. Il faut juste offrir, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que les médias sociaux, là, faut que tu offres de la valeur gratuite aux gens. Le plus de valeur gratuite que tu donnes, le plus que les gens vont être enclins à te suivre puis à continuer de regarder ton contenu. Si tu fais juste offrir tes services puis essayer de vendre, ça ne marchera pas. Les gens vont se tanner. Fait qu'il faut que tu offres de la valeur gratuite pour 90-95% de tes vidéos. Puis avec 1-2 vidéos par mois, là, tu vas parler de tes services. Tu vas dire « Hey, regarde, je peux t'aider à faire ça. » Puis c'est là que les gens vont connecter. Tu vas avoir des call to action qui vont être implémentés, et ainsi de suite. Puis c'est comme ça que tu vas générer des leads qualifiés. Tu le sais probablement, c'est beaucoup plus facile de convertir quelqu'un qui vient à toi plutôt que l'inverse. Ouais. Fait que c'est vraiment le principe qu'on veut avoir. Tu trouves-tu qu'il y a des types de clients en immobilier qui sont plus faciles à convertir, acheteurs, vendeurs, investisseurs? Ça dépend vraiment du courtier. Nous, on ne fait pas vraiment le processus de conversion. C'est le courtier qui s'en occupe. Fait que c'est très relatif. Tu as des courtiers qui vont être super à l'aise avec ou sans expérience, d'autres qui vont avoir plus de difficultés. Notre travail, c'est vraiment de les faire voir au maximum, puis de développer leur image. Puis après, c'est vraiment, comme j'ai dit plus tôt, leur travail de faire la conversion. Je comprends. Mais j'imagine que tu vois quand même ton nombre de leads qui rentrent selon le type de ad que tu vas faire. Je veux dire, indépendamment de la conversion du courtier, il y a quand même une certaine conversion en ligne. Tu trouves-tu qu'il y a des types
de ads qui convertissent plus que d'autres? Je te dirais qu'en moyenne, le vendeur va convertir plus. C'est sûr que des fois, ça va prendre un certain temps parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à vendre tout de suite, mais ça vient à faire des suivis. Comme dans n'importe quel business, des fois, tu dois faire un suivi pendant 6 mois avant que la personne soit prête à mettre en vente. Les acheteurs, il y a beaucoup de personnes qui sont non qualifiées, je te dirais. Des gens qui veulent juste explorer. Puis ça prend beaucoup de temps de la journée d'un courtier. Donc, il faut faire attention avec les acheteurs, mais ça reste que c'est un très bon marché à approcher aussi. Tout dépend de comment tu le fais. Mais les vendeurs, pour répondre à ta question, ça close en général un peu plus que des acheteurs. Je suis un peu surpris que tu me dises ça parce que j'ai de mon expertise, de mon expérience que j'ai eue, puis c'est pour ça que je suis content qu'on en parle aujourd'hui, pour changer justement ma perception à moi, puis justement explorer des nouveaux domaines. Je voyais énormément que sur les Facebook, Instagram, c'était plus les volets acheteurs qui closaient, puis j'arrivais à avoir des résultats vendeurs seulement avec Google Ads, du moins des vendeurs un peu plus sérieux, parce que je trouvais que les vendeurs étaient un client un peu plus, qui cherchait plus à s'informer, à s'éduquer, d'aller sur Google, faire des recherches, voir les avis Google, puis versus un acheteur qui est plus dans l'émotion, dans l'excitement d'acheter rapidement. Oui, fait que c'est sûr que les résultats vont se ressembler. Les acheteurs où ça va bien closer, c'est lorsqu'on va mettre une visite libre de l'avant. Ça fonctionne super bien parce que tu amènes une tonne de visiteurs dans la propriété. Souvent, tu as des acheteurs qui ne sont pas accompagnés. Puis là, le courtier sur place peut récupérer ces acheteurs-là puis les accompagner pour d'autres projets, en plus de potentiellement trouver un acheteur pour la propriété puis avoir une double représentation. Donc, ça, c'est une très bonne façon de faire pour des acheteurs. Mais je te dirais que générer des acheteurs sur les médias sociaux juste avec des leads qui remplissent un formulaire, le pourcentage va être un peu plus faible que des vendeurs. OK. Et puis, donc, un courtier, premièrement, il se met à faire des vidéos. Ce serait ton premier conseil. Deuxième étape, il t'appelle. Troisième étape, qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça fonctionne? Faire de la prospection. Notre service, c'est pas la magie. Ça va t'amener de la business, mais ça va pas t'amener des millions de revenus par année. Faut que tu fasses de la prospection. Puis encore une fois, c'est relatif au budget que tu investis en marketing. J'ai des courtiers qui investissent 10 $ par jour, donc 300 $ par mois, d'autres qui en investissent 15 000. Fait que, la dispersion puis la différence en volume de leads est énorme. Ce qui veut dire que si tu investis 300 $ par mois, tu vas peut-être avoir entre 10 et 20 leads par mois, ce qui n'est pas nécessairement un gros volume, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont non qualifiés puis tu dois en convertir là-dedans. Versus celui qui en investit 15 000, ben c'est des centaines et des centaines de leads. Fait que tu peux te permettre d'avoir un moins bon taux de closing, mais de closer plus de clients. Tu sais, si on prend la commission moyenne au Québec en résidentiel, c'est quoi? C'est à peu près 8 000 fois 2, 16. Fait que si tu closes 2 clients avec un investissement de 15 000 mensuel, tu viens de te rembourser puis d'être un peu profitable. Ou tu peux être profitable avec un client. La commission peut être 20 000 aussi. Donc, c'est relatif, mais c'est sûr qu'il faut investir beaucoup pour être très, très rentable avec des hauts chiffres. Donc, je dis toujours aux courtiers, travaille avec nous. On va te supporter au niveau de ta charge de travail. On va t'amener des leads. Oui, tu vas avoir de la clientèle, mais tu dois continuer de travailler sur ton côté aussi. Tu peux pas juste t'asseoir dans ton bureau puis te croiser les bras. Puis, s'il y a des courtiers qui veulent entrer en contact avec toi, c'est comment ils peuvent te rejoindre? Donc, très, très simple. Sur ma page Instagram, The Michael Peretz, ils peuvent m'envoyer un message direct à ce niveau-là. Ça va être soit moi, soit un membre de l'équipe qui répond. Ils peuvent placer un rendez-vous directement sur notre site web, lefizzlemedia.com, pour encore une fois rencontrer un membre de mon équipe ou moi-même, ou nous téléphoner au 514-980-1873. Merci d'avoir pris le temps de te déplacer pour nous conter ton expertise. Puis j'espère que les courtiers ont écouté les conseils que tu avais à donner, puisqu'il y a des petits golden nuggets qui ont été laissés ici. Absolument. Un gros merci à toi. Thank you.